Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, 10h30, 11h, le débat. La SNCF déraille-t-elle ? En tout cas, on vous pose la question ce matin. Prix exorbitant, ligne supprimée. SNCF tout déraille. C'est la une de 60 millions de consommateurs du mois de mars. On est avec Benjamin Dourier, rédacteur en chef adjoint de 60 millions de consommateurs. Bonjour à vous. Bonjour. Et Bruno Gazo, président de la FNOT, c'est la Fédération nationale des associations d'usagers des transports. Alors c'est vrai qu'on a un petit peu de mal à s'y retrouver dans les tarifs de la SNCF, des tarifs incompréhensibles et souvent hors de prix, des guichets fermés, des petites lignes supprimées, un manque d'informations assez évident, des voies assez mal entretenues. Est-ce que c'est toujours un service public ? On peut se poser la question. On va en parler avec vous et c'est vrai que l'éditorial de votre rédactrice en chef Sylvie Metzler est assez drôle. Elle commence en disant « Forum, courrier de lecteur, blog, si on mettait bout à bout les doléances formulées par écrit au quotidien par les usagers de la SNCF, on devrait dépasser le plus long et célèbre roman de la langue française, à savoir À la recherche du temps perdu ». Ça fait partie, peut-être commençons avec vous, qui représentez les usagers des transports. La SNCF, c'est un sujet récurrent. Vous le dites aussi dans l'article qu'on aime bien détester, mais c'est vrai que force est de constater qu'il y a quand même beaucoup de choses qui ne vont pas. Oui, il y a beaucoup de choses qui vont pas et en même temps, les Français sont très attachés à cette entreprise. Ouais. C'est aussi pour ça qu'ils aiment bien, châtient bien. Ouais. Ils sont très exigeants. Et j'observe que malgré tous les déboires, depuis le début 2018, la fréquentation des trains était en hausse de l'ordre de 5 à 7% sur tous les modes, c'est-à-dire TGV, Ouigo, c'est vrai que etc. Je suis d'accord, les attentes sont fortes, c'est aussi pour ça qu'il y a des insatisfactions. C'est incroyable de voir cet attachement au train, les gens aiment le train, il faut dire aussi que... on n'a pas tellement le choix parfois. Voilà, on n'a pas le choix, les conditions au quotidien conduisent à prendre le train, le prix de l'essence, bon là il baisse, mais avant il augmentait pas mal, les embouteillages, tout ça, et la sécurité même font que le train présente beaucoup d'avantages et il devrait en présenter de plus en plus avec le changement climatique et les difficultés à se passer des énergies fossiles. Oui, mais une fois qu'on a dit ça, qu'on a parlé des attentes des Français, il y a quand même des choses qui ne fonctionnent pas. Le dossier de 60 millions en est l'exemple. Quand il faut prendre le train, c'est vrai qu'on ne comprend pas les tarifs et vous avez fait une chose formidable dans 60 millions. Vous avez mouliné un certain nombre de tarifs sur le prix de 30 trajets à la loupe. Effectivement, c'est la première fois qu'on fait une étude de cette ampleur. On a analysé les tarifs de plus de 2800 trains, donc sur 30 trajets entre grandes villes. Ça permet de constater ce qu'on sait déjà un peu intuitivement comme voyageur, comme consommateur, la grande variabilité des tarifs. Mais là, on a des chiffres extrêmement précis. On peut le dire de façon très précise. Sur certaines lignes, les écarts de tarifs vont de 1 à 11. C'est notamment entre Paris et les grandes villes du sud-est ou du sud-ouest. Par exemple, entre Paris et Aix-en-Provence, les prix d'appel commencent à 10 € pour des trains low cost qui partent de gare excentrée de la région parisienne. Donc 10 € et ça monte jusque 116 €. Le Paris-Marseille, ça va de 10 à 107 €. Le Paris-Nantes de 10 à 88 €. C'est vrai que c'est... Et effectivement, alors s'il y a des tels écarts, c'est aussi parce qu'il y a des petits prix. C'est vrai, ils existent, ces petits prix, c'est bien. Mais ça produit une impression une perte de repère. C'est quoi le vrai prix du train ? C'est-à-dire que la question, c'est quel est le juste prix ? Voilà, et c'est ça qu'on a du mal à savoir. Et on a essayé de donner des armes aux consommateurs pour s'y retrouver dans Oui. Bruno Gazo. C'est une très bonne enquête et très utile. En particulier parce que justement c'est très difficile de s'y retrouver et il faut savoir ce qu'on compare parce que le produit n'est pas le même suivant que vous allez voyager en heure de pointe ou en jour de pointe, ou effectivement en heure creuse, ou sur Ouigo, qui est un autre produit. Donc c'est ça qui est très difficile avec le système du yield, qu'on a aussi dans l'avion et qu'on a aussi dans les hôtels. Le yield, c'est la gestion de l'offre et de la demande. Ça consiste à payer pas le même prix selon qu'on s'y prend à l'avance et selon qu'il y a beaucoup ou pas de demande. Bon. Ouais. Et donc, effectivement, c'est extrêmement difficile, selon les heures de la journée, selon les jours, de pouvoir comparer les prix. Donc ce travail de comparaison de prix, qu'à la FNOT, évidemment, on a beaucoup de mal à faire parce qu'il faudrait beaucoup de personnel et beaucoup de comparaisons et beaucoup de persévérance et beaucoup de ténacité. Oui, mais que dit la SNCF ? Alors, ce que nous demandions, nous, depuis longtemps, c'est que pour pouvoir mieux cerner le prix, c'est que la SNCF soit tenue d'afficher le prix le plus bas et le prix le plus haut
de telle sorte qu'on sache où on se situe dans la fourchette. Ce qui est effectivement là ce qu'on a fait. Ce que vous faites, vous, sur un certain nombre de lignes, sur 30 trajets. Avec des prix moyens, prix haut, prix bas. Effectivement, ça donne des repères et c'est bien ça dont ont besoin. Ça fait l'objet d'une demande à la DGCRF, qui est la direction de à Bercy, parce que ça joue pour les hôtels et ça joue pour d'autres, et ça vient d'être accepté. Et donc la SNCF est en train de le mettre en musique, et je pense que dans quelques jours ou quelques semaines, on aura affiché le prix le plus bas et le prix le plus haut pour votre. Mais est-ce que c'est normal qu'il y ait... Benjamin Dorier, est-ce que c'est normal qu'il y ait autant d'écart? De 10 à 110 ou de 10 à 80 euros, ce qui est en gros la moyenne. Encore une fois, les écarts, il y a deux raisons aux écarts. Les écarts, ils sont importants parce qu'il y a des prix élevés et aussi parce qu'il y a des prix bas. Si on calcule juste l'écart sur certaines lignes, il y a moins d'écart parce qu'il n'y a pas de prix très bas, parce qu'il n'y a pas de TGV low cost Ouigo. Donc la seule analyse des écarts ne suffit pas à apporter une critique pertinente. Constructive. Mais effectivement, ça induit une perte de repères et c'est vrai que les consommateurs ont toujours du mal à s'y retrouver. Alors que, en fait, finalement, ce principe de fonctionnement, ce qu'on appelle le yield management dont on parlait, c'est pas nouveau. Ça a presque 30 ans à la SNCF. Alors, bien entendu, son utilisation s'est perfectionnée au fil du temps. Mais elle induit, ce yield management, il induit une espèce d'opacité parce que on ne sait pas à quelle vitesse les prix ont augmenté, jusqu'où ils vont augmenter, parce qu'on n'a pas les outils, les repères pour le comprendre. Donc vous donnez un certain nombre de conseils, on pourra y revenir, mais le conseil le plus efficace, c'est de réserver très très longtemps à l'avance. C'est-à-dire plus vous réservez tôt, moins vous paierez cher. Effectivement, on a essayé de calculer combien on peut économiser en réservant à l'avance, à l'aide de tous les relevés qu'on a fait. Le chiffre le plus simple à retenir, c'est qu'en réservant 2 mois à l'avance, on a constaté, nous, un prix moyen qui est 20% moins cher que 15 jours à l'avance. Donc ça fait une certaine économie qui n'est pas mirobolante, mais qui existe quand même. Maintenant, il y a quand même une limite, c'est que ça ne marche pas à tous les coups. Dans les relevés qu'on a fait, il y a un certain nombre de cas de figure où même en réservant encore plus longtemps à l'avance, le jour de l'ouverture des réservations, on était déjà au tarif maximum autorisé. Ça, c'est pour les très grands départs. Donc nous, dans notre étude, on avait relevé les prix pour le week-end du 8 mai. On les a relevés dans les 48 heures qui suivaient l'ouverture des réservations. C'était début janvier. Donc déjà, il faut être extrêmement prévoyant pour réserver début janvier pour le 8 mai. Et il y a déjà un certain nombre de trains qui étaient au tarif maximum. Et je l'ai constaté encore hier, parce qu'hier, c'était l'ouverture des réservations pour les billets d'été à la SNCF. Et j'ai regardé quelques prix sur le site de la SNCF, sur des Paris-Bordeaux. Si vous voulez partir le jour du début des vacances scolaires, la quasi-totalité des TGV sont déjà à 111 €, qui est le tarif maximum sur Paris-Bordeaux. Parce qu'il y a une grosse demande. C'est la grande critique qu'on peut faire, c'est que finalement, effectivement, il faut s'y prendre longtemps à l'avance. Mais s'y prendre à l'avance, c'est souvent difficile. Bien pour sûr. Ceux qui ont le moins d'élasticité dans l'emploi du temps, c'est-à-dire les familles qui sont tenues aux vacances scolaires et donc qui sont tenues aux heures de pointe. Et donc les petits prix ne leur sont pas accessibles. Voilà, mais ça reste cher le train quand on compare à l'avion. Donc on nous parle d'écologie, on nous parle de. C'est vrai qu'on a parfois ça coûte plus cher de prendre le train que de prendre l'avion. C'est vrai qu'on a parfois sur certaines lignes des billets qui sont moins chers en avion qu'en train, ce qui effectivement est un non-sens du point de vue environnemental. Après, il faudrait comparer ce qui est comparable, parce qu'un trajet de centre-ville à centre-ville en train n'est pas la même chose qu'un trajet d'aéroport à aéroport avec les contraintes de temps d'embarquement. En même temps, il est vrai que l'équité entre les modes n'est pas respectée par l'État et que la FNOT a fait ses études et que l'aérien bénéficie, alors pas de subvention, mais de défiscalisation, puisque le kérosène n'est pas taxé, puisque un certain nombre de coûts sont pris en charge par l'État au titre de la sécurité, au titre de la sûreté, etc., ce qui n'est pas le cas dans le train. Et on a calculé qu'en moyenne, un billet d'avion est subventionné à 20 € par billet, ce qui sur un billet... et ce qui n'est pas le cas de la SNCF. Alors la SNCF est aussi subventionnée par ailleurs, mais si vous voulez, il ne faut pas croire qu'il n'y a que la SNCF qui est subventionnée, c'est pas vrai du tout. Et donc, si on veut bien taxer les externalités du voyage aérien pour le mettre à son vrai prix, je pense que la concurrence entre les modes serait plus loyale, de même qu'avec les autoroutes. Il y a beaucoup d'autoroutes qui ne sont pas payantes, et en particulier quand vous n'êtes pas sur autoroute, vous ne payez pas votre route, alors que le train paye son sillon, paye sa voie. Donc ça, c'est comme des inéquités difficiles à supporter pour le train qui doit affronter une concurrence un peu déloyale. Alors, on a parlé des prix. Dans un instant, on va parler des petites lignes qui sont supprimées, des guichets qui sont fermés. Enfin, vous avez relevé... on va y revenir. Juste sur les prix. Sur les prix, la SNCF n'est pas responsable de tout. Parce que sur les prix, on parlait des prix, la grande ligne, mais vous avez aussi tous les prix
des TER et des intercités qui, eux, sont fixés par les régions et dont la SNCF n'en est pas comptable, si j'ose dire. On va parler de ces régions qui sont parfois aussi complètement enclavées aujourd'hui. On se retrouve dans un instant, mais avant, on va jouer toute la semaine sur Sud Radio. Nous vous faisons gagner des vacances en famille dans un club Bellambra. C'est un très beau cadeau puisque c'est pour 4 personnes. Bellambra qui vous offre une semaine en demi-pension dans un logement pour 4 personnes à choisir dans l'un des 50 clubs Bellambra, mer ou montagne. Appelez-nous 0826 300 300. Vous pouvez gagner un séjour donc à la mer ou à la montagne avec vos enfants puisqu'il y a également des activités pour les enfants. À tout de suite. Expert. Avec vous sur Sud Radio, on parle de la SNCF 0826 300 300. Vous pouvez réagir, témoigner. Vous êtes sur notre Facebook Live en train de nous dire que effectivement c'est cher. Vous nous parlez de ces petites lignes également qui ont disparu. On en parle avec vous ce matin avec Benjamin Dourier, rédacteur en chef adjoint de 60 millions de consommateurs. Numéro ce mois-ci qui est consacré à la SNCF. SNCF tout déraille. 2859 trains étudiés. Comment obtenir les meilleurs tarifs. Et puis également sur ce plateau, Bruno Gazo, président de la FNOT, Fédération nationale des associations d'usagers des transports. Donc effectivement, vous me disiez pendant la coupure que, Monsieur Gazo, que les plaintes, ce qui revient le plus souvent, ce sont la réduction des dessertes sur de nombreuses lignes. C'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de trains qui ne sont pas rentables. Il y a un auditeur qui nous dit ça également. Quand c'est pas rentable, on supprime des... Alors, l'État a organisé, du temps de M. Videlis, le transfert déjà des trains intercités aux régions. Que vous aviez commencé à évoquer. Donc ça, c'est en cours. Alors, avec la condition pour le faire, c'est que l'État renouvelle un peu le matériel. Mais il faut le temps de le faire. Mais enfin, il y a 1 milliard de nouveaux matériels qui va arriver dans les régions. Mais en échange, les régions reprennent ces lignes avec leur déficit éventuel. Elles avaient déjà la gestion des RER, enfin des TER, des trains régionaux. Donc ce sont elles qui ont la responsabilité du service public dans le périmètre qui est leur de nos régions. Elles définissent les tarifs, elles définissent les fréquences, elles définissent le nombre de trains, les haltes. Enfin, elles ont la responsabilité de l'ensemble. Elles n'exécutent pas le service, c'est la SNCF qui le fait. Et demain, elles vont pouvoir mettre en concurrence une partie, tout ou partie, évidemment, de ce réseau. Donc, elles vont le faire pour un certain nombre de lignes, de groupes de lignes. Et donc, il n'y aura pas de modification des prix, puisque c'est la région qui fixe les tarifs. Par contre, on peut en attendre une amélioration de la qualité, aussi bien de l'information voyageurs que de la propreté des trains, que de la ponctualité des trains. Ouais, les dessertes, comment on explique? Alors, vous l'évoquez dans votre enquête, Benjamin Douriez, sur la suppression d'un certain nombre de dessertes. Oui, c'est vrai que c'est notamment, autant on sait qu'il n'y a pas de souci sur les liaisons entre les grandes villes, entre Paris et les principales métropoles régionales, mais c'est plus sur des liaisons avec des villes moyennes ou des liaisons province-province où il y a parfois effectivement des voyageurs qui signalent avant j'avais 5 trains par jour, j'en ai plus que 3 et du coup les horaires me conviennent pas et du coup je prends la voiture. Et dans le transport public, pour le ferroviaire comme pour les transports urbains, il n'y a pas de mystère. Si vous n'avez pas de cadencement, si vous n'avez pas de fréquence et si vous n'avez pas de ponctualité, vous perdez des clients. Donc il faut que le client il soit au clair là-dessus. Je voudrais revenir sur un point qu'on évoquait sur la régionalisation, le transfert de gestion de certaines lignes aux régions. Ça a l'air abstrait comme ça, mais ça a des conséquences extrêmement concrètes pour les voyageurs qui prennent beaucoup le train. C'est que par exemple, les cartes de réduction de la SNCF vont pas être valables sur tous les trains. Il y a des lignes les lignes sont gérées par les régions. Il y a certaines régions qui vont accepter les cartes de réduction nationales de la SNCF, d'autres qui ne vont pas l'accepter. La carte avantage week-end, elle est acceptée par exemple dans les TER d'Auvergne-Rhône-Alpes. On a fait le décompte dans notre dossier. Elle n'est pas acceptée dans les TER dans les TER de centre Val-de-Loire, par exemple. Sur les 12 régions, il y en a 4 qui acceptent les cartes de la SNCF, 4 qui les acceptent pas sur leur propre carte. Si, c'est aberrant. On a un système qui devient kafkaïen pour le voyageur qui va passer d'une région à l'autre. Donc, si vous voulez, la FNOT, elle a été favorable à la liberté tarifaire qui a été donnée aux régions. Parce qu'il faut qu'elles soient responsables. Et quand elles gèrent les mobilités, il faut qu'elles puissent évidemment arbitrer entre le car, le train, et donc agir sur les tarifications. Donc, on a été favorable à cette régionalisation des tarifs. Vous le regrettez? Non, ce que je dis, on voit Monsieur Muselier, après avoir vu Monsieur Morin, président de Région de France, la semaine prochaine, justement sur ce thème. Ce que nous leur disons, c'est que les régions, dans un premier temps, ont eu un réflexe très
centrées sur elles-mêmes. Donc elles ont voulu faire leur propre politique. Elles ont leur carte de réduction spécifique. La liberté n'exclut pas la responsabilité. Et maintenant, il faut qu'elles se rendent compte que leur région est à côté des autres, que les liens se font, que les trains sont intercités, que les déplacements sont interrégionaux. Il faut donc retrouver de la cohérence dans tout ça. Les Français sont très attachés à l'unité ferroviaire. Oui, vous dites la carte liberté particulier suscite un certain nombre de réactions puisqu'elle a remplacé les abonnements fréquences depuis le mois de mai dernier et que ça a occasionné des hausses de prix assez importantes. Ça avait été très bien relevé par la FNOT, effectivement. Donc là, on parle de la carte qui est réservée aux voyageurs réguliers et donc la carte liberté. Le principe de la carte a un peu évolué, mais surtout le prix des billets associés à la carte a augmenté 10% pour l'aller à Marseille, en seconde classe. Plus 12,5 vers Metz, 14% vers Bordeaux et 17,8% sur Nantes. C'est insensé, quoi. Oui, effectivement. Donc c'est les prix pour les voyageurs réguliers qui ont augmenté. Ça fait partie des mauvaises surprises de l'année dernière pour les voyageurs réguliers. Le prix de la carte a baissé, mais le prix du voyage a augmenté. Benoît est en ligne avec nous. Bonjour Benoît, vous vouliez témoigner. Oui, bonjour. Je voulais témoigner. Je suis dans le Gers, donc nous, ce qui est de la desserte SNCF, on est concerné. On est un peu débrouillé, on dira, puisqu'on a une espèce de cul-de-sac qui en plus, les horaires de train ne correspondent plus à personne. Là, je rejoins une discussion qui avait eu au Sénat l'année dernière c'était le rapport Képi, c'est ça, je crois, et qui expliquait qu'en fait, la non-rentabilité avait été volontairement organisée pour se débarrasser de lignes. Mais je voulais autre chose. À chaque fois qu'on privatise les réseaux, les services publics, c'est pas toujours une bonne chose pour le privé, pour les usagers. Parce qu'on voit l'Angleterre est en train de faire demi-tour et renationalise des lignes. C'est quelque chose quand même à rappeler là-dedans. Et deuxièmement, on peut pas. Les Français sont attachés à l'unité nationale. C'est un service public. Les Français sont attachés au train. Et privatiser là-dedans sous les ordres des coups de boutoir de l'Union européenne à tout prix, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Oui. Alors on va en parler de ça. Effectivement, il y a cette privatisation, il y a l'ouverture à la concurrence plus précisément. C'est pas exactement la privatisation, mais ça va avoir des conséquences. Quelles conséquences ? Parce qu'effectivement, beaucoup de nos auditeurs disent regardez, en Angleterre, ça n'a pas marché. Il y a deux concurrences. Il y a la concurrence sur les lignes, les grandes lignes. Et c'est là, la concurrence est déjà ouverte. Aujourd'hui, vous avez déjà des trains allemands ou des trains italiens qui viennent sur les lignes françaises. Et là, la concurrence est libre. C'est-à-dire, personne ne peut empêcher Trenitalia de venir faire un service Paris-Lyon ou Paris-Marseille. Il suffit qu'il ait les certifications pour la sécurité, qu'il ait les habilitations qui conviennent sur la ligne et qu'il ait obtenu les sillons qui conviennent. Et qu'il les paye, bien entendu, auprès des SNCF Réseau. Mais donc là, la concurrence, elle est libre. Donc on peut en attendre une baisse des tarifs, pour le coup. Ou une amélioration de qualité de service qui serait aussi bénéfique aux consommateurs. C'est-à-dire une meilleure restauration, par exemple. Par contre, la concurrence est d'une nature différente dans les régions et dans les intercités, où les régions, où l'État contribue au déficit de ces lignes. Et auquel cas, il n'y aura pas de modification sur les tarifs puisqu'ils sont définis par la collectivité. Ce qu'on en attend, c'est une meilleure qualité de service. Oui, ça aussi, les arrêts, les gens qui prennent régulièrement le train se plaignent de caténaires, de voies qui ne sont pas forcément très bien entretenues. Alors, s'il y a un problème d'entretien des voies, ce n'est pas en changeant la marque qui est affichée sur le train que ça va améliorer les choses. Mais ça, c'était encore autre chose. Non, SNCF Réseau reste propriétaire de l'ensemble du patrimoine ferroviaire et reste une société publique. Après, la question, est-ce que la concurrence va être bénéfique pour le consommateur ou non? Elle a au moins ce mérite d'obliger la SNCF à se remettre en question et à améliorer son offre. Après, en termes de niveau des tarifs, de simplification des tarifs, je suis pas sûr que ça va forcément s'améliorer. Quelque part, la SNCF a déjà en quelque sorte complexifié un peu ses tarifs en prévision de l'ouverture à la concurrence. Elle organise sa propre concurrence en interne avec les TGV low cost. Ouigo, c'est un autre type de TGV qui appartient à la SNCF, mais qui est une façon pour la SNCF d'occuper le terrain des trains moins chers pour se préparer ou couper les pieds sous l'herbe de la concurrence. Ouais, donc c'est et ça arrive quand? La concurrence est prévue pour... ça y est, c'est parti. Depuis le 1er janvier 2020, avec un certain nombre de délais, en particulier pour les appels d'offres en région, puisque les contrats vont à leur terme.
Donc ça va s'échelonner un peu dans le temps. Et puis honnêtement, un appel d'offres c'est long, surtout pour les appels d'offres régionaux. Et ça prend 18 mois ou 2 ans. Ouais. Il y a pour l'instant 2 appels d'offres qui sont lancés par l'État pour desservir Nantes-Bordeaux et Nantes-Lyon. Nantes-Lyon. Comment la SNCF réagit à des dossiers comme celui-là Écoute, on n'a pas eu de réaction officielle, donc on va voir si on en a une. Et vous, association d'usagers, vous avez des échanges avec la SNCF? Heureusement, quand même. Oui, mais on vous répond. Il y a des choses concrètes parce que on a le sentiment que ce dossier, on aurait pu l'avoir il y a quelques années aussi. C'est-à-dire que les choses ne changent pas. Fabienne nous dit qu'il faut sortir de l'ENA pour pouvoir trouver un billet sur Internet. Cette notion de complexité, de manque d'information, de société un peu kafkaïenne. Mais pour nous-mêmes, c'est très compliqué. Alors, on a des contacts réguliers quand même avec la SNCF sur plein de choses qui vont pas. Mais si vous voulez faire le travail qu'a fait 60 millions de consommateurs sur cette analyse de prix, c'est extrêmement compliqué. Ouais. Et nous, on n'est que des bénévoles. On n'a pas les moyens techniques, ni les machines, ni les applications pour pouvoir faire tourner les machines SNCF, comparer les prix en permanence sur les heures, sur les trajets, sur les jours. Ça, on a du mal à le faire. C'est très difficile pour nous. Alors, je vous conseille le dossier donc de 60 millions de consommateurs, prix exorbitant, ligne supprimée, SNCF tout déraille, et puis ce tableau extrêmement utile et pratique. Puis il y a d'autres conseils, d'autres choses qu'on n'a pas eu le temps d'évoquer. Vous avez donc mouliné les tarifs d'un certain nombre de trains, de 30 destinations, et puis vous donnez des conseils pour comment obtenir les meilleurs tarifs, même si c'est pas toujours facile de suivre ces conseils. Voilà. Merci à tous les deux. On a notre gagnant, c'est Clément. Bonjour Clément. Bonjour. Vous nous appelez de l'Aveyron, donc vous avez gagné une semaine dans un Bel-en-Bras club, mer, montagne, en demi-pension. C'est pour vous un logement pour 4 personnes. Est-ce que vous savez où vous allez aller? Non, pour le moment non. Mais mer ou montagne? Plutôt la mer peut-être. Vous avez des enfants? Oui, ma copine a un enfant, oui. Bon, écoutez, pour inviter un copain, puisque c'est pour 4 personnes, copain ou une copine, voilà, vous verrez, une bonne cuisine, des enfants qui seront heureux, et puis plein d'animations et d'activités pour vous dans les Bel-en-Bras Club. C'est un très beau cadeau que vous fait Sud Radio. Vous êtes content? Ah oui, très content. Bon, tant mieux. Merci beaucoup. Merci de votre fidélité, Clément. On se retrouve, nous, dans quelques instants pour commenter l'actualité. À tout de suite.